Comment la médecine traditionnelle chinoise, une allopathie, quel scandale! Eh bien non, pas du tout. Qu'est-ce que l'allopathie? Imaginons que l'on se casse un os. Crac, 30 degrés, un os de la jambe par exemple. Pour obtenir la guérison, c'est très simple, on va faire exactement le contraire. 30 degrés dans l'autre sens, allopathie, à l'os, l'autre, pathie, maladie. On avait cette maladie-là, on donne la maladie inverse, on fait un nœud, ça se ressoude et on est guéri, enfin presque. Donc l'allopathie ou stratégie directe, puisque finalement on agit de façon frontale, directement en opposition au mal que l'on a subi. L'allopathie est une méthode tout à fait valable, noble, qu'en aucun cas il ne faut mettre à la corbeille. C'est une des stratégies thérapeutiques que l'on peut envisager pour rétablir la santé ou l'équilibre. L'allopathie ne pose problème que si elle se pense comme étant la seule approche valable. Et ça n'est pas dû à l'allopathie elle-même, c'est dû à la paresse de l'esprit humain qui fait assez facilement des généralisations abusives. Et donc, pour certains esprits immatures, la méthode directe paraît la seule possible, la seule défendable. Et donc les mêmes esprits immatures prononcent volontiers des exclusions. Ils rejettent volontiers toute autre approche comme étant fumeuse, mystique, sectaire même parfois. Or, il y a quand même une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'a jamais vu un os se promener tout seul dans la rue, ça ferait mauvais genre. Quand l'os est ressoudé, la jambe n'est pas guérie. D'ailleurs, la jambe, même raisonnement, est accrochée à un individu généralement. Et donc, l'individu n'est pas guéri. D'ailleurs, on peut même, après une chute qui n'occasionne pas de fracture, ne jamais se remettre de la chute. Pour une raison très simple, c'est que autour des os se trouve tout un ensemble de muscles, de tendons, de tissus conjonctifs, des tissus de soutien qui réunissent tout ça. La jambe, puisqu'elle appartient à un individu, cet individu a un sens de l'équilibre qui a pu être perturbé. Il a pu essayer de se raccrocher, chanceler. Du coup, toute sa structure peut avoir été désalignée. Il peut avoir quelque part perdu un peu son schéma corporel. Et pour remettre la jambe, déjà rien que la jambe elle-même, on ne pourra pas faire appel à des techniques directes. On ne peut pas prendre un tissu qui a été soumis à tout un ensemble de contorsions, de chocs, de contre-chocs. On ne peut pas décider autoritairement de le remettre en place. On va devoir faire appel à une technique indirecte. Et ça, pour expliquer comment fonctionnent les techniques indirectes, on donne souvent cette image. Si cheminant dans un no man's land, faisant un trekking ou voilà, une randonnée assez prolongée, si je me déshydrate, je sais que je me dirige vers un point d'eau. Bon, très bien, donc le point d'eau se trouve devant moi, je vais dans cette direction. Manque de chance, je m'accroche à des barbelés. Eh bien, si je force pour aller vers le point d'eau, je vais tout déchirer. La peau, les muscles, les tendons, peut-être jusqu'à l'os. Et si ça se trouve, je n'arriverai pas jusqu'à mon point d'eau, tellement j'aurai perdu du sang. Et donc la bonne stratégie dans ce cas consiste à faire un peu marche arrière jusqu'à ce que les tissus se désengagent.
C'est ce que les ostéopathes et fasciathérapeutes appellent libération spontanée par positionnement. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur un tissu comme sur un os, ce n'est pas un morceau de matière qu'on va ressouder, c'est un ensemble élastique que l'on doit respecter et à qui on doit donner la possibilité de se repositionner lui-même. Le même raisonnement s'appliquera à l'ensemble du squelette qui aura été choqué dans l'accident. Et encore un cran au-dessus, on va devoir tenir compte du psychisme qui a peut-être été en état de choc. Donc ça fait tout un ensemble de facteurs à prendre en considération et on ne ressoude pas un psychisme comme on ressoude un os. Bien. Alors, mais il n'en reste pas moins que la méthode directe, lorsqu'elle est indiquée, est une excellente méthode puisqu'elle est indiquée, donc c'est la bonne méthode, dans les cas où elle s'applique. Eh bien, la médecine traditionnelle chinoise est une méthode directe. Et ça, on le constate assez facilement quand on lit les descriptifs, les protocoles thérapeutiques de MTC. Si le corps ou si un organe a été victime d'un coup de froid, donc il y a eu une invasion par le froid, on va réchauffer. S'il y a eu une invasion par la chaleur, on va rafraîchir. L'énergie ne circule pas assez vite, on l'accélère. Trop vite, on la ralentit. Sécheresse, on humidifie. Excès d'humidité, on assèche. Donc voilà, on pourrait allonger la liste comme ça, mais on aura compris le principe. La médecine traditionnelle chinoise, qu'il s'agisse de la pharmacopée, c'est-à-dire les médicaments chinois, ou qu'il s'agisse de l'énergétique, c'est-à-dire les points d'acupuncture, ont pour méthode d'action le sens direct. On s'oppose directement à la maladie, on va dans le sens contraire. Alors, ça n'a rien d'infamant. Le problème commence dans le fait que la MTC se présente comme étant l'exemple même de la méthode psychosomatique. Or, ce n'est pas le cas. Le psychisme en MTC est vu depuis la physiologie. Si vous examinez les traitements des peurs, par exemple, prenons la catégorie peur en MTC, eh bien on va vous détailler la peur avec le réveil à telle heure, la langue comme ceci, les urines comme cela. La peur avec somnolence, la langue autrement et l'urine autrement, etc., etc. En fait, on va vous décliner, on va vous présenter quelques têtes de chapitre qui sont psychiques. Alors, il y a les peurs, la colère, la frustration, les obsessions. Voilà, il y a 7 ou 8 termes génériques. Mais derrière ces termes, on ne détaille pas le psychisme lui-même. On l'enferme dans la physiologie. Ce qui est une approche, mais simplement, il ne faut pas dire que la MTC est psychosomatique. Le psychisme en MTC, je parle bien de la médecine traditionnelle chinoise, est extrêmement matérialiste pour une raison très simple, c'est que, comme toute allopathie, le but n'est pas tellement de développer un individu, mais de développer un rouage d'une collectivité. Rappelons que la Chine, à toutes les époques, a été extrêmement féodale,
Et à l'heure actuelle, c'est une dictature, c'est-à-dire une féodalité avec à la tête, au lieu d'un empereur, une oligarchie. Mais ça revient strictement au même. Donc le but n'est pas de permettre à l'individu de s'individualiser. Le but, il est d'en faire une machine opérationnelle. Ça n'est pas une fatalité dans les allopathies, mais bien sûr, si on prend l'allopathie et qu'on la pousse à son maximum, eh bien c'est vrai qu'on obtient une vision du monde dans laquelle l'individu en tant que tel n'a pas de réalité. On m'objectera peut-être la théorie des 5 éléments, où on va peut-être me dire mais c'est très individualisé, on n'agit pas de façon directe en tout cas, puisqu'on régule un élément via un autre, etc. Bon, je ferai un épisode où je démontrerai la théorie des 5 éléments. Ça ne fonctionne pas, les 5 éléments. C'est une illusion. Ça se présente comme quelque chose de convaincant, mais c'est très facile de démontrer que ça n'a pas de réalité, ça ne tient vraiment pas la route. Alors, le psychisme en MTC, il est caricatural. Bien. Ça peut être une approche intéressante, efficace dans certains cas, mais il n'y a pas de véritable dimension psychologique de la MTC. Alors, quel est le but de l'école d'énergétique cohérente? Eh bien, certainement pas de mettre à la corbeille l'allopathie énergétique. Au contraire, on va s'en servir. Par contre, on va la débarrasser de tout ce qui ne fonctionne pas. Les 5 éléments ne fonctionnent pas. Il y a toute une série de concepts dans la MTC qui ne fonctionnent pas. Les matériaux sont fiables. Les matériaux, c'est-à-dire les points d'acupuncture, les méridiens, l'association entre un méridien et un organe. Tout ça, c'est parfaitement fiable. Par contre, les modes d'emploi sont pour le moins hétéroclites et disparates. Donc on conserve une allopathie, mais réduite aux parties qui fonctionnent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on enseigne une vraie psychosomatique, avec des portraits psychologiques précis, fouillés, détaillés, non pas pour le plaisir de couper les cheveux en 4, mais tout simplement parce qu'on va pouvoir, par exemple, trouver l'adéquation entre un problème psychologique individuel et une fleur de bac. Un remède homéopathique, si on pouvait les enseigner en France, mais ce n'est pas le cas, pour l'instant. Et on va de cette façon passer de l'énergétique chinoise à ce que nous appelons, à l'EEC, l'énergétique humaine. Il n'y a aucune raison que l'énergétique reste chinoise. Lorsque j'ouvre un traité d'acupuncture et que je vois des idéogrammes chinois à longueur de page, je me dis que c'est la preuve que le travail n'est pas fini et qu'on est en train, dans l'ouvrage en question, d'exposer un souhait plutôt qu'un aboutissement. On reste dans la linguistique et dans le questionnement. À l'EEC, on enseigne, grâce au décryptage de la roue des trigrammes, une façon d'aborder l'énergétique dans laquelle on n'a plus besoin d'idéogrammes chinois,
Et c'est une énergétique complète, avec toutes les tactiques thérapeutiques possibles, qu'elles soient directes ou indirectes.